Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette dernière table ronde de l'après-midi, en tout cas dans cet amphithéâtre, avec la chaleur et la concurrence qui est très rude dans d'autres salles plus en haut. Alors, je sais qu'il y a Pascal Cagny qui a promis qu'en cours de séance, il nous donnera le résultat de France-Suède. Pour le moment, France-Angleterre-Suède. Donc, Suède-Angleterre. Mais bon. Donc dès qu'il y a un but, on sera tenu au courant. Donc on est rassuré, tout va bien. Donc on a parlé tout à l'heure dans la précédente table ronde qui se tenait ici, je ne sais pas si vous étiez déjà là, donc de R&D moteur de la connaissance. On va continuer plutôt en amont, en s'interrogeant en fait sur les conditions optimales qui peuvent amener les entreprises, les collectivités, les institutions et les individus que nous sommes à la créativité. La créativité, c'est la première pierre en fait de l'innovation et de cette société de la connaissance que nous espérons tous construire. Donc voilà, on va parler de ça avec nos 5 invités de cette table ronde, mais je passe tout de suite, comme la tradition le veut, la parole à Anne Perrault du Cercle des économistes qui va nous donner le grand cadrage, big picture, de cette table ronde. Merci Béatrice. Donc en quelques mots, si on essaye de réfléchir à ce que c'est au fond que la créativité et les facteurs qui la favorisent, c'est un peu l'articulation d'un talent individuel. Et donc ce qu'il faut rechercher, c'est qu'est-ce qui favorise l'expression de ce talent individuel, avec articulation de ce talent individuel avec des politiques publiques qui peuvent favoriser, elles aussi, l'expression de la créativité. Alors là, peut-être dans un champ à la fois des industries culturelles, on va en parler tout à l'heure, mais de l'industrie tout court et des services. Et donc la question qui va servir de fil conducteur, c'est quels sont les facteurs sur lesquels on peut avoir une influence pour booster la créativité, entendue comme la source effectivement de l'innovation et de la richesse, au fond, dans ces deux champs, le champ de l'individu et le champ des politiques publiques. Alors si on réfléchit à l'individu, la créativité, il y a certainement des facteurs génétiques qui expliquent que certains individus sont plus créatifs que d'autres, mais il y a aussi un impact extrêmement fort. Qu'est-ce qui accompagne finalement l'individu dans ses premières années de vie, c'est-à-dire le moment où il fabrique son appréhension du monde et sa manière de se comporter dans le monde, qui est finalement source de créativité, eh bien c'est le système éducatif. Et si on regarde plus particulièrement le système éducatif français, on s'aperçoit qu'il y a eu alors, récemment des tas d'études qui ont comparé la capacité du système éducatif français à favoriser ce qu'on appelle les compétences non cognitives. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus, comme dans les enquêtes qui sont menées par l'OCDE, de mesurer le niveau en maths, en langue, en français, en logique, etc. des élèves, mais leur comportement, c'est-à-dire leur aptitude à avoir confiance en eux, à avoir confiance dans leurs idées, à exposer leurs idées à l'inconnu de la réaction du public. Et finalement, on voit très vite qu'on rejoint l'idée de la peur de l'échec. Et qu'est-ce que c'est que la peur de l'échec ? C'est au fond l'inaptitude à tester ses idées. Et quand on ne peut pas tester ses idées, des nouvelles idées, eh bien on ne peut pas innover, tout simplement parce qu'on a peur. Et donc le système français devrait se remettre en question, toutes ces études le prouvent, en matière de compétences non cognitives, c'est-à-dire que le système français fabrique des écoliers qui préfèrent ne pas émettre une idée plutôt que de risquer que cette idée soit fausse finalement, ou mal reçue, ou tourner en ridicule. Et donc ça, c'est à la fois un manque de confiance dans ces idées, et puis l'idée que l'échec d'une idée, c'est quelque chose qui va pénaliser l'individu. Alors, si on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens, la Grande-Bretagne a pris très tôt conscience du fait que ces compétences non cognitives, alors ce qu'on voit ensuite, c'est que les individus réussissent d'autant mieux dans leur vie ultérieure, dans leurs études, mais aussi dans leur vie professionnelle, qu'ils possèdent ces
compétences non cognitives qui arrivent peut-être presque devant les compétences dans les domaines qui sont plus traditionnellement évalués par les politiques d'éducation, c'est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes de maths et à écrire un texte. On s'aperçoit que finalement, ce qui est presque plus important, c'est d'oser, c'est d'aller à la rencontre des idées des autres, de frotter ses propres idées à celles des autres, et ça suppose une dose de confiance en soi et de capacité à surmonter l'échec que le système éducatif français n'inculque pas aux élèves finalement. Et on peut y voir là un terreau qui favoriserait la créativité, sachant qu'en Grande-Bretagne, on a mis de l'argent pour non pas apprendre aux écoliers à résoudre des problèmes de maths, mais à avoir plus confiance en eux. Alors ça suppose de changer de méthode pédagogique, etc. La deuxième jambe sur laquelle repose la créativité, c'est tout l'arsenal des politiques publiques qui favorisent l'éclosion des nouvelles idées. Alors les nouvelles idées, ça s'appelle souvent des innovations parce qu'on est souvent dans un monde technologique ou commercial. Et donc on voit bien que toute la série des politiques publiques qui interviennent, c'est le droit de la propriété intellectuelle, droit des brevets, droit d'auteur, etc. C'est ensuite tout ce qui touche au droit de la concurrence, parce que très souvent, on le verra tout à l'heure dans le débat, les innovations radicales proviennent d'entreprises qui ne sont pas des entreprises en place, mais qui sont des entreprises, des start-up, appelons-les comme ça pour aller vite. Et donc la politique de la concurrence intervient pour permettre à ces nouvelles entreprises de se faire une place à côté des entreprises qui sont déjà installées sur le marché et qui évidemment ont très envie de barrer l'accès au marché de ces innovations qui peuvent être radicales, exemple les taxis avec Uber ou on peut en citer beaucoup d'autres. La troisième condition, c'est évidemment que les capitaux soient suffisamment mobiles pour se diriger vers les innovations qui essayent de s'introduire sur le marché. Donc il faut un système de financement des innovations qui soit suffisamment fluide pour permettre à ces innovations d'arriver sur le marché. Et puis il y a évidemment toutes les politiques fiscales qui interviennent aussi bien dans l'innovation industrielle que l'innovation artistique finalement, puisque les politiques fiscales, c'est aussi des politiques incitatives dans le domaine artistique. Je pense que Thomas Ostermeyer en parlera aussi tout à l'heure. Et donc on voit que toute cette articulation de différentes politiques publiques qui agissent à des niveaux extrêmement différents. Les politiques fiscales, c'est assez éloigné du droit des brevets, mais finalement, l'articulation de ces politiques, c'est ça qui permet que les idées nouvelles se transforment en innovation, innovation technologique, innovation commerciale, et qu'elles soient mises sur le marché, testées finalement vis-à-vis des utilisateurs, des consommateurs de spectacles, mais aussi des consommateurs de moyens de transport ou de nouveaux services. Et donc, le fil conducteur de cet après-midi, ça va être de donner les éclairages de chacun sur cette articulation des deux jambes que sont la créativité individuelle et sa capacité de déploiement dans l'économie. Merci. Merci beaucoup, Anne. Alors, pour répondre à toutes les questions et les thématiques qui ont été abordées par Anne, je vous présente nos 5 invités. Joaquin Almunia, donc vous avez été, entre autres, entre 2004 et 2014 à la Commission européenne, d'abord en charge des affaires économiques et monétaires, puis en charge de l'épineux dossier de la concurrence. Pascal Cagny, vous êtes président de Business France, c'est l'organisme public en charge de promouvoir à la fois le site France à l'étranger et emmener toutes nos entreprises à l'étranger et accueillir tous les investisseurs étrangers en France. Et dans une autre vie aussi, vous avez été vice-président d'Apple pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Étienne Guyot, vous êtes directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France et aussi, dans une vie antérieure, vous avez été préfet de nombreux départements et président du directoire de la Société du Grand Paris. Thomas Ostermeyer, alors vous êtes metteur en scène, vos productions tournent dans le monde entier, vous avez votre ronde serviette, si on peut dire, dans un autre festival qui n'est pas loin d'ici, c'est à Avignon. Vous êtes directeur artistique de la Schaubühne, qui est un des plus grands théâtres berlinois. Vous avez 250 employés là-bas. Et on pourra venir voir ce que vous produisez à la Comédie Française fin septembre, ça, pour la Nuit des Rois de Shakespeare. Nicolas Paulmier, vous êtes le financier de la Table Ronde. Vous êtes partenaire chez Cinven, un gros fonds de LBO, puisque vous gérez 12 milliards d'euros.
Merci à tous. Donc, je voudrais repartir sur peut-être le premier point qu'a développé Anne, c'est celui de l'éducation. Donc, la créativité, c'est oser, c'est laisser libre cours à son imagination, et ça s'apprend tout petit, à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Est-ce que finalement, le système, Anne a donné quand même un certain nombre de pistes et de réponses, il est si pénalisant que ça pour les élèves? Est-ce qu'il freine tant que ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nos jeunes osent plus et n'aient pas peur de l'échec? Étienne Guyot, puisque vous, à la Chambre de commerce, vous avez de nombreuses écoles. Merci beaucoup. Effectivement, la question, c'est la créativité, c'est oser. Et est-ce que le système que l'on a dans notre pays permet d'oser? Alors, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse, mais ça renvoie à deux questions. Qu'est-ce qui permet de mesurer que l'on est créatif ou pas dans notre pays? Et deuxième question, quelles sont les conditions à ce moment-là pour permettre la créativité, pour lever les blocages, comme vous l'indiquez? Le système français, Anne a donné quelques éléments. Il a la réputation d'être cloisonné. On est tous passés par des filières où on savait très bien que si on était dans une filière, ce n'était pas forcément facile d'aller dans une autre. Il a la réputation aussi de ne pas permettre autant de passerelles. Et je vois bien, l'actuel ministre de l'Éducation vient d'une des écoles de la Chambre de commerce. Il était le patron de l'ESSEC et on voit bien ce qu'il essaie d'impulser comme ouverture dans le dispositif. Et donc, moi je pose la question, comment mesure-t-on qu'un pays est créatif? Est-ce que c'est le nombre de médailles Fields? Est-ce que c'est le nombre de prix Nobel? Est-ce que c'est le nombre de marchés à l'exportation? Est-ce que c'est le fait que l'équipe de France gagne, comme le vol de l'aigle, avec de victoire en victoire? Est-ce que c'est le moral d'un pays? Parce qu'être créatif, c'est croire en l'avenir, et puis c'est aussi avoir foi dans ce qui est devant nous, et donc oser. Moi, je dirais, il y a trois points sur lesquels on essaie d'insister dans notre dispositif à la Chambre, parce que, comme vous l'avez dit, on a 19 écoles, on forme 62 000 personnes par an, 32 000 étudiants, et puis 15 000 apprentis. C'est l'ADN de la Chambre, l'apprentissage. Et donc, trois points sur lesquels j'insiste: l'état d'esprit, la méthode et l'outil. L'état d'esprit, c'est d'abord essayer à tous les stades de la vie de nos étudiants et de nos enseignants, je m'attacherai simplement à la formation, c'est de voir toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est encourager la prise de risque, c'est être dans une logique de bienveillance. On est créatif si on sent qu'on a de la bienveillance et si on sent qu'on a confiance en soi et que cette confiance, on peut la développer de plus en plus. C'est apprendre à innover et puis se dire effectivement, je prends un risque, si je me trompe, tant pis, je recommence, c'est pas dramatique parce que de toute façon, la prochaine fois, ça ira mieux. Ça, c'est un élément qui est tout à fait essentiel. Ensuite, la méthode, elle est fondée sur la logique de passerelle. Passerelle, c'est quoi? C'est d'abord l'apprentissage. Quand on se dit que la moitié de nos étudiants sont des apprentis, à tous les stades, j'allais dire de niveau 1 à niveau 5, ça veut dire qu'ils ont à la fois la formation théorique et la formation pratique. C'est l'essence même, c'est l'ingrédient de la créativité, parce que ça va leur donner une vision absolument complète de ce qu'ils vont pouvoir développer. Si en plus on construit des passerelles ou des filières, par exemple d'apprentissage, de différents niveaux, d'école à école, à ce moment-là, on leur donne confiance et on leur donne des éléments d'avenir. Troisième élément, ce sont les outils. État d'esprit, méthode, outils. Outils, ça veut dire quoi? Ça veut dire se doter en interne de ce qui va permettre de favoriser l'innovation. C'est un peu étonnant, mais on a une direction de l'innovation pédagogique. C'est une institution dans la maison, mais qui a un rôle de diffusion de tout ce qui remonte de nos écoles, de ce que l'on peut faire fructifier, partager, former, y compris avec une plateforme de formation, de façon à ce que l'ensemble de nos enseignants soient eux-mêmes dans un état d'esprit où l'innovation se percole et se poursuive, y compris auprès de leurs étudiants. C'est naturellement investir dans l'innovation, c'est non seulement un état d'esprit, c'est investir dans des outils, c'est dans des Fab Labs dans les écoles, c'est pouvoir mettre quand même des financements dans ce type de nouveautés pour passer, j'allais dire, à l'entrepreneuriat, puisque beaucoup de nos écoles forment à l'entrepreneuriat, et devenir entrepreneur, c'est devenir créateur. Je dirais en conclusion rapide, c'est que qu'est-ce qui permet de favoriser l'innovation, la création? C'est bien sûr la bienveillance, ça je vous en ai parlé, mais ce sont les 3 T pour moi. C'est le travail, c'est encourager le travail,
parce qu'on ne part pas de rien. Et si on ne travaille pas, on ne sera pas innovant. Parce que je veux dire, on ne sait pas les choses comme ça ab initio. Ça s'apprend. Le travail et la formation. Le deuxième T, c'est la ténacité. C'est-à-dire qu'il ne faut rien lâcher. Et la ténacité, elle est très liée aussi à la bienveillance. Quand un enseignant dit à un étudiant, tu recommences, c'est pas grave, tu t'es planté, tu recommences et tu vas y arriver, c'est de la ténacité et ça s'apprend. Et puis le troisième T, c'est le talent. Et le talent, ça s'encourage. Ça s'encourage et ça s'acquiert aussi parce qu'on a travaillé, parce qu'on s'est formé, parce qu'on a été tenace. La créativité, c'est aussi une façon de penser. Vous avez tous passé une partie de votre vie professionnelle à l'étranger et en France, donc vous avez une façon aussi de pouvoir benchmarker les choses. Est-ce qu'il y a finalement dans l'ADN français des freins culturels ou psychologiques ou organisationnels qui font que la créativité, on n'ose pas entreprendre? Pascal Cagny. Et d'abord, je vais vous décevoir. Comme je n'ai pas le Wi-Fi, je ne vais pas pouvoir donner le résultat du match de football. Mais ça va nous permettre de concentrer sur le sujet de ce matin. Alors, effectivement, j'ai été confronté pendant de nombreuses années à une des plus belles histoires de ce qu'on pourrait dire comment tourner un échec en succès. Et comme le disait le préfet Guyot, je crois que dans notre ADN et dans la réalité de tous les jours, les matières d'éveil ne sont pas suffisamment au cœur de notre système éducatif. J'ai vécu à l'étranger comme nombre d'entre vous, j'ai eu des enfants qui ont été dans 3-4 systèmes différents, et il est clair que le trop-plein de maths et des textes qui fait que nous avons un quart des medal fields qui sont des Français, que nous avons 13 Nobel Prize, donc il y a un avantage à cela, qui fait qu'aujourd'hui on puisse être un centre de l'intelligence artificielle reconnu de par le monde, a aussi en anglais un downside, c'est-à-dire un élément un peu négatif, et qui fait que peut-être on ne célèbre pas assez, on ne starifie pas assez ces matières créatives. Et en étant heurté au monde anglo-saxon, et puis concrètement en ayant vécu plus d'une dizaine d'années en Angleterre, il est clair que là-bas, la part des matières d'éveil et de la créativité dans le curriculum de l'ensemble de l'enseignement est bien plus important. Alors quand j'ai essayé de le mesurer, on est arrivé simplement à regarder le nombre de mots où le terme créativité était en fait marqué dans le curriculum français, et on parle là de 9 fois sur 1000 mots partagés, alors qu'à l'échelle de l'Europe, on est plutôt à 59 fois. Donc clairement, même dans les textes de notre éducation, on n'est pas là encore où il faut. Et si on revient sur l'INN, j'aimerais simplement corroborer ce que disait le préfet Guyot en disant combien la peur de l'échec est vraiment un drame, et dans cette culture de l'entrepreneuriat que l'on veut faire, il faut absolument que ça change. Avoir vu un Steve Jobs qui a été renvoyé de sa société à 26 ans, a eu une traversée du désert pendant sans doute 10-15 ans, est revenu et a pu créer la plus belle saga de la vie des affaires à partir de la leçon d'un échec, fait partie évidemment du rêve américain, mais j'aimerais le retrouver ici et là sur le territoire français. Absolument. Et si on fait ça, je pense qu'il faut qu'on change les petites choses, les attitudes. L'ADN dont vous parliez, ou le DNA, c'est faire en sorte que lorsqu'un élève en classe prend la parole, plutôt que lorsqu'il a une réponse fausse, il soit banni, il soit regardé avec un regard extrêmement fautif, on puisse célébrer le fait qu'il participe. Et je pense que cette culture-là de l'échec, elle est ancrée encore trop souvent dans notre vie quotidienne. Et si on fait cela, ce pays finalement aura réussi pendant 20-30 années dans l'après-guerre à créer celle des plus grandes entreprises dans le Fortune 500, puisque la France, vous le savez peut-être, a 29 entreprises qui font partie du Fortune 500, ce qui est au-delà de l'Allemagne, alors qu'on a un PIB qui est inférieur de 20% au-delà de l'Angleterre et des autres pays. Aura peut-être depuis 4, 5, 6, 10 ans mis l'entrepreneuriat au cœur de l'entreprise, et que la prochaine bataille, ce sera de faire en sorte que nos PME, petites et moyennes entreprises, soient vues comme les champions de la créativité. Donc tout ça pour conclure que, vous voyez, cette peur de l'échec dont vous parliez, est en fait extrêmement importante. Ça paraît quelque chose de soft, de difficilement appréhendable, mais je crois que c'est le cœur, et s'il y avait un seul message à retenir de comment encourager la créativité, acceptons l'échec. Faisons cela ensemble, n'ayez pas peur. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, n'ayez pas peur. Oui, pour ajouter à ce que tu viens de dire, moi j'observe, je travaille à Londres, et beaucoup de collègues britanniques,
Et effectivement, je leur ai demandé de poser des questions sur l'école. Je vois avec leurs enfants comment ils y sont. Et par exemple, donc oser. Clairement, ils osent beaucoup plus. Alors, on a dit, hein, oser, c'est très important pour la prise de risque. En fait, c'est se mettre à risque. Alors, un exercice très simple, en tout cas dans les très bonnes écoles britanniques, c'est qu'on demande à tous les enfants dès l'âge de 8 ans de faire des petits exposés devant toute l'école, ou au moins toute leur classe, mais dans certaines écoles, c'est devant, enfin j'ai oublié, à Westminster, je crois, c'est devant les 300 élèves, c'est ça l'audience, 4 minutes, chaque matin, ils sont 2 élèves, ils ont 4 minutes. Voilà. Et on voit effectivement que donc cet encouragement à se mettre en risque leur donne après, pour toute leur vie, parce que c'est très perceptible, cette capacité à s'exprimer avec confiance. Et donc je fais le relais avec tout ce qu'on disait sur oser et bien sûr apprendre la culture de la curiosité, de l'ouverture, de l'échec et de l'erreur. C'est pas grave, justement c'est comme ça qu'on apprend. Bon voilà, mais voilà, donc je voulais donner ce petit exemple-là. Thomas Estermeyer, vous, la créativité, c'est votre quotidien, évidemment. Vous avez monté des productions partout en Europe, évidemment en Allemagne, évidemment en France en ce moment. Qu'est-ce qui différencie peut-être les modèles allemands, français et même d'autres pays européens sur cette question de la créativité, notamment dans le secteur de la créativité artistique? Oui, bonjour. D'abord, je crois qu'il faut faire une grande différence entre la créativité dans le sens créativité artistique, qui n'a rien à voir avec la créativité dans l'industrie. Parce que la créativité dans l'industrie, moi, j'appellerais plutôt innovation. La créativité dans l'industrie veut servir à une entreprise. Le but, c'est de faire un plus grand profit. Puisque quand je suis plus innovatif avec mon entreprise, je vais disparaître du marché. Alors, en même temps, quand vous faites une création, vous avez envie que les gens viennent vous voir. Non, je ne parle pas de moi. Je parle d'abord de cette mauvaise utilisation. Je dirais même que vous avez volé ce mot des artistes. Hein. Ça appartient à nous. Et la créativité, c'est à nous. Hein. Bon. Et vous faites des profits, bien évidemment. J'ai rien contre. Voilà. Peut-être un peu. Mais il faut pas forcément appeler ça créativité. Parce que la créativité, c'est l'urgence à s'exprimer. Si on n'a pas l'urgence à s'exprimer, on n'est pas créatif. Quand on regarde l'histoire de l'art, chez les grands artistes, il y avait toujours une situation, je dirais même dramatique, une situation dans laquelle ils doivent s'exprimer. Et c'est comme ça que les grandes œuvres d'art, la grande littérature était écrite. Et ils ont donné la voix aux exclus. Un grand parti des artistes de qui je parle, on peut parler de Goya par exemple, il a parlé des atrocités de la guerre, parce qu'il y avait la nécessité, il y avait l'urgence à parler de ça. Il y avait l'urgence de parler de choses dans une société qui sont exclues, qui sont niées, qui sont, manque de mots là, verdrängt, refoulées. Et les artistes ont pris le devoir à parler de ça. Et ce devoir n'est pas un devoir plaisant. C'est un devoir qui a beaucoup à voir avec souffrance, avec désespoir, avec manque d'argent, avec une situation dans laquelle on ne peut même pas nourrir sa famille. Mais malgré tout ça, il y avait la nécessité à dire des choses, à peindre des toiles, à faire des sculptures, et voilà.
deux, trois. Continuez, je redonnerai parce que je sais que Pascal Cagny a vraiment envie de vous répondre sur ça. Ben, mais continuez. ouais, mais je n'ai pas Allez-y. fini. Oui, mais justement, je vous dis continuez. Alors, Je le vois. j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une situation d'une industrie, d'une étape dans le capitalisme, où le capitalisme se rend compte que le monde n'est pas seulement fait du chiffre. Mais ils se rendent compte de ça parce qu'ils sont à la recherche des nouvelles énergies, parce qu'avec le triomphe du système anglo-saxon qui nous dit qu'il faut tous investir dans la compétition et tous investir pour des profits, on s'est rendu compte, et je plains qu'on donne l'Angleterre comme exemple positif là, parce que dans l'Angleterre, quand on regarde dans les universités, en ce qui concerne l'art, le théâtre et le Geisteswissenschaften, alors ce sont les sciences humaines, je crois, ils sont expulsés, ils sont mis à côté, il n'y a plus d'argent pour ce domaine. Alors tout ce que le capitalisme, dans ce moment, se rend compte qu'il a besoin, parce que on voit très très bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et pour ça, il faut du sens, alors il faut des soft skills. Et parce que le capitalisme, c'est le plus intelligent monstre qu'on a créé, on est capable à se servir du tout. Et on est capable à regarder les artistes et à se dire, tiens, les artistes, ils ont la capacité d'être créatifs. Et on a besoin de la créativité. Et c'est pour ça qu'on va prendre les artistes et leur capacité à être créatifs. Mais la capacité d'être créatif pour les artistes, ça veut dire aussi, dans une grande partie du temps, que, par exemple, et ça c'est aussi quelque chose qu'on essaie d'introduire dans le quotidien, nous, on travaille toute la journée. On travaille 24 heures à 24 heures. Alors, on est constamment dans la créativité, et ça, c'est le rêve de chaque entrepreneur, que les travailleurs, les employés travaillent toute la journée. Oui, c'est le rêve, parce qu'ils sont dans l'exploitation. Mais ils auront bientôt permanente. les robots, donc ils auront bientôt les robots, donc ils auront réalisé leur rêve. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire attention à pas confondre la créativité artistique avec l'innovation industrielle. Pascal Cagny va vous répondre. Je vais essayer de répondre parce qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, je suis essentiellement d'accord avec ce que dit Thomas. Mais ramener l'entreprise à une machine à faire des profits, c'est nier le fait que c'est une entité humaine qui a des interfaces tous les jours entre gens, entre fournisseurs et autres. Et c'est un petit peu être réducteur sur ce que doit être l'entreprise. Et penser dans un réflexe extrêmement identitaire que la créativité serait limitée aux artistes, et si vous la définissez, mon cher Thomas, comme l'urgence à s'exprimer, ou donner la voix aux exclus, lorsque vous êtes patron d'entreprise, et là j'ai la chance de l'avoir vécu au premier chef et que vous êtes en train de mourir, eh bien vous devez au contraire vous donner l'urgence à s'exprimer à une entité humaine pour pouvoir in fine créer un profit, mais c'est pas là, c'est créer des produits, des services, bref, changer la vie des gens. Et changer la vie des gens pour des choses positives. Et donc je pense que la créativité, au contraire, appartient totalement, donc je suis en opposition complète avec vous, au vocable de l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, ce que le monde a fait et a réalisé, c'est que mettre des designers, des artistes, des gens qui ont justement des formations autres que celles classiques, donc celles ouvertes aux humanités et aux arts, au cœur de l'entreprise, créer une économie de l'application, faire en sorte qu'on puisse, grâce à ce saut créatif, pouvoir le rendre plus appréhendable par vous et moi dans la vie de tous les jours, est un acte créatif fondamental. Et l'acte de créer une entreprise, d'imaginer que demain on puisse faire les services différemment, un produit différemment, plus beau, avec des matériaux différents, est un acte créatif au premier chef. L'innovation, c'est comment
et c'est ce dont je crois on pourra parler, c'est comment de manière incrémentale, et Dieu sait l'Allemagne le fait merveilleusement bien, on puisse améliorer les choses. Mais l'acte créatif, c'est ce qui fonde et ce qui est la raison même d'être de l'entreprise. Donc je crois qu'on aura l'accord d'être d'accord. Répondez-lui, puis après on passera à une autre question, mais je vous donne l'occasion de répondre. Oui, je ne voulais pas dire que ce mot n'a rien à voir dans des différents domaines, mais je crois que ce mot, parce qu'il y a une situation où les gens ont angoisse de l'échec, on a du mal à installer cette idée de créativité dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités. Et c'est pourquoi. Alors, il y a une vraie contradiction, à mon avis. Il y a une société qui est construite de l'angoisse. Et on s'aperçoit très bien, si on continue comme ça va finir mal. Mais d'abord, il faut laisser derrière nous la raison de l'angoisse, et après, on peut devenir créatif. Et je crois qu'une des raisons pour l'angoisse, c'est la compétition, c'est une société qui est basée sur le profit, sur l'exploitation du gens, et sur le fait, et moi, maintenant je parle de l'Allemagne, puisque l'Allemagne, j'ai beaucoup du mal à défendre l'Allemagne, et je ne vais pas le faire, mais parce qu'il y a cette mythe que les écoles en Allemagne vont beaucoup mieux que les écoles en France. Je peux vous dire que moi j'étais dans une école en Bavière, et là c'est beaucoup plus pire à mon avis qu'aller sur une école en France, parce que c'était très disciplinaire, frontal, Unterricht, leçon frontale, les notes et tout ça. Alors, mais en Allemagne, on a réussi à introduire en 2004 une loi, Code du travail, une loi de travail qui s'appelle Agenda 2010. Le résultat de cette loi, Agenda 2010, von Gerhard Schröder, les résultats, c'est qu'un tiers de la population allemande a peur de ne pas être partie de cette société. Et ça fait qu'ils travaillent plus pour moins d'argent parce qu'ils ont peur de se retrouver dans la rue. Et ça, c'est la situation qui fait que l'angoisse, la peur est dans le système intérieur du corps. Et dans une situation pareille, on ne peut pas être créatif. Dans une situation sociale où on a peur d'être mis à la porte, de se retrouver dans la rue, c'est très très difficile à dire aux étudiants ayez plus de courage, n'avez pas peur de l'échec, parce qu'ils se retrouvent dans une situation complètement différemment à la situation dans laquelle moi j'étais à l'école dans les années 80. On est dans une nouvelle situation, on est arrivé dans un système très très compétitif. Et je crois qu'il faut d'abord changer ça, parce que je suis complètement d'accord avec vous que la créativité ne peut naître que dans une situation non-angoisse, sécurité, pleine de joie, du plaisir, de oublier. Bienveillance. Bienveillance. Mais on n'est pas bienveillante avec notre système dans la situation actuelle. Alors, comment les politiques publiques peuvent être bienveillantes et comment peuvent-elles encourager, on va encore l'oser, ce mot créativité? Joaquin Almunia. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, ma déclaration de principe, qu'est-ce que j'entends par créativité dans ce débat et dans ce cadre d'une conférence du Cercle des économistes. Moi, je crois que pour une meilleure économie, une économie plus humaine, une économie qui nous aide à éliminer des bourses de pauvreté, d'exclusion, qui augmentent la mobilité sociale, qui nous donne la possibilité d'offrir aux nouvelles générations un espoir dans le futur, optimisme sur le futur. Il faut beaucoup d'idées.
On a parlé hier et aujourd'hui dans beaucoup de débats de disruption. On est en train de faire face à des changements radicaux. Et hier, Patrick Artus nous a dit, les économistes, nous ne savons rien de tout ce type de choses. On a besoin des idées. Et du point de vue des politiques publiques, qu'est-ce qu'on fait avec les idées? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les idées? Il faut trouver la façon d'aider à travers l'action publique pour que ces idées triomphent, pas seulement du point de vue individuel, que c'est très important, du créateur, si vous voulez, mais du point de vue de la société. Comment est-ce qu'on distribue les bénéfices d'avoir des idées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on encourage l'innovation. Pour moi, l'innovation, en termes généraux, c'est exécuter des bonnes idées et mettre au service du fonctionnement de l'économie cette transmission de bonnes idées à travers de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes, de nouveaux produits, de nouvelles possibilités. Qu'est-ce qu'il doit faire un gouvernement, une autorité politique? Tout d'abord, exister en tant qu'autorité publique. Il y a la théorie traditionnelle que l'on avait étudiée à la faculté de sciences éco, aussi en Espagne, pas seulement en France ou en Angleterre. Il faut intervenir du point de vue public quand il y a des défaillances des marchés, quand les marchés ne marchent pas. Je crois qu'aujourd'hui, dans le moment que l'on est en train de vivre et dans les paysages que l'on devine pour les prochaines années et décennies, l'État doit faire beaucoup plus de choses, mais pas à l'ancienne manière, pas avec des interventions pour favoriser un secteur contre les autres, pour aider une entreprise à subsister sans être une entreprise avec des futurs, etc. L'État doit créer de nouveaux marchés pour que les nouvelles idées qui peuvent être sur la table trouvent la façon d'arriver à un succès. L'État doit créer des marchés, même pour la culture. Même pour la culture, doit créer un marché parce que les créateurs, aussi bien de la culture que dans beaucoup d'autres secteurs, trouvent la façon d'avoir des succès du point de vue de ses profits personnels et ses ambitions personnelles. Créer des marchés. Du point de vue de l'offre, mais aussi du point de vue de la demande. Et parfois, c'est beaucoup plus facile pour l'État, pour les autorités publiques, de créer des marchés en créant la demande qui peut être fournie par l'offre de nouvelles idées à travers des procédures ou technologies ou produits innovatifs. Demande et offre. Une mission. L'État offre, l'autorité publique offre une mission et ouvre les possibilités pour tous ceux qui ont des idées et des possibilités de contribuer à cette mission, d'y aller et d'essayer de trouver la façon d'encadrer ces produits. Deuxième, financement. Parce que l'État ne peut pas faire tout. Le financement dans les continents européens, c'est en général un financement bancaire plutôt. Et les banques sont très mauvais du point de vue des innovateurs, au début au moins, parce que si on va aux banques pour demander de l'argent, c'est une dette qui est sur nos épaules. Il faut capital à risque dans tous les niveaux. Et ici, dans cette table, il y a des experts à capital à risque, avec beaucoup plus de titres que moi, mais il faut des gens qui risquent ces ressources humaines pour aider certaines initiatives à aller en avant et avoir des succès. Et on est très mauvais dans les continents pour ce système de capital à risque. Il faut de bonnes régulations. Je vais mettre seulement un exemple de difficulté de trouver la bonne régulation économique. Il y a 2 jours, le Parlement européen a discuté le copyright, une nouvelle régulation des droits d'auteur en tenant compte des systèmes numériques, de YouTube et tous les autres systèmes qui ont cassé les règles traditionnelles de protection des droits d'auteur. Il y avait ceux qui voulaient la régulation, les partis populaires européens, les partis socialistes, les libéraux en général,
la partie centrale pro-européenne appuyait la nouvelle régulation des droits d'auteur, qui étaient contre, qui ont gagné la votation, qui étaient d'un côté les grands opérateurs de la société digitale, les Google, Facebook, les GAFAs. Et dans la même position, contraire à la régulation, pour des raisons tout à fait différentes, mais avec la même position contre une régulation, les partis pirates et ceux qui veulent une liberté libertaire de fonctionnement d'Internet. Et ce système libertaire s'accommode assez bien aux intérêts économiques des grands opérateurs de systèmes numériques, des grands réseaux, des grandes provisions de contenu, etc. C'est très difficile, mais il faut réfléchir comment faire la régulation. Et finalement, le dernier mot, la politique de concurrence. Éliminer des barrières pour les nouveaux entrants, pour essayer d'éviter que les grands opérateurs, à nouveau, les monopoles ou quasi-monopoles de la nouvelle économie numérique, essayent de mettre les barrières pour ceux qui ont de nouvelles idées et essayent d'avoir un succès dans les marchés et faire la concurrence à ceux qui, normalement, abusent des positions des marchés. Mais là aussi, ce n'est pas facile d'établir les décisions concrètes du point de vue de la politique de la concurrence. J'ai fini avec un exemple qui n'est pas lié au Google, Facebook, est lié au Apple et Samsung. Samsung avait, ils ont beaucoup de brevets qu'il faut utiliser pour le fonctionnement d'un smartphone. Ils sont les propriétaires des brevets. Et Samsung et d'autres fabricants fonctionnent avec le système Android. 80-85% du total des smartphones en Europe, Android. Apple, c'est une grande compagnie, mais il voulait utiliser certains brevets de Samsung parce que ce sont des brevets essentiels pour l'interopérabilité des smartphones et pour pouvoir être connecté partout. Et Samsung, très puissante, disait à Apple, non, non, je ne veux pas te laisser utiliser mes brevets, c'est-à-dire je veux t'exclure des systèmes d'interopérabilité une fois que l'Android écosystème est puissant. La concurrence a adopté une décision au niveau européen. Elle a dit à Samsung, tu n'as pas le droit d'éviter que cette interopérabilité qui est possible grâce en partie à tes brevets soit dans tes mains. Tu dois ouvrir le marché, pas seulement pour Apple, pour tous ceux qui veulent l'interopérabilité. Entre la propriété intellectuelle, les brevets et la concurrence, il y a des limites. Il y a de nouvelles limites dans ces sociétés nouvelles. Si nous voulons augmenter la créativité des contenus, l'innovation des systèmes, le bénéfice des usagers de tous ces types de smartphones, devices et tout ça, la concurrence a un rôle essentiel. Ce n'est pas une question des grands économistes théoriques qui veulent un marché parfait, non, non. C'est la vie quotidienne de nous tous qui dépend, entre autres choses, pour pouvoir nous bénéficier de nouvelles idées, des innovations, des créations, si vous voulez. Il faut aussi la concurrence. Thomas veut vous répondre. Oui, je voulais reprendre parce que l'exemple qu'a pris monsieur est très intéressant et très important. Quand on parle de droit d'auteur ou copyright, déjà l'idée de remplacer le mot droit d'auteur avec copyright est une grosse pas vers une situation qui est beaucoup plus mal. Pas d'autres mots en anglais. Oui, oui, mais ce n'est pas seulement le mot, c'est le concept. Le concept de copyright veut dire, moi, j'achète le droit à faire des copies. Le concept de droit d'auteur dit, il y a le droit de celui qui crée.
Et dans cette idée des droits de créateur et des droits d'auteur, il y a aussi l'idée, par exemple, quand j'écris un livre, et cet livre devient après un film qui a un succès énorme, quand il y a l'idée de droit d'auteur, l'auteur va participer au profit, même s'il n'a pas signé un contrat avant. Quand je vends le copyright, le droit de faire des copies, l'auteur va plus participer à son succès à lui. Juste pour clarifier qui est la différence et pourquoi les Anglais n'ont pas un mot pour ça. Parce que ce n'est pas dans leur ADN. Oui. Et ça, c'est un grand problème. C'est un grand conflit entre la France et l'Angleterre, ou pour mieux dire, entre la coalition franco-allemande contre cette conception anglo-saxonne. Il y a une grande différence. Mais je voulais juste encore rajouter quelque chose. Moi, je crois qu'on se retrouve dans une situation où il y avait des grandes vagues immenses d'innovation, par exemple Internet et Facebook et tout ça, mais il faut se confronter à une situation où tout ça est devenu une sorte de... à nouveau, je parle d'un monstre qui profite de toutes les dates qu'ils ont, toutes les data qu'ils ont. Dans les cas de Facebook, vous savez de quoi on parle, là, Cambridge Analytica et tous les cas. Hein. Et j'aimerais bien aussi parler de YouTube et des autres portals, parce que ce sont les portals qui mettent en ligne des œuvres d'art sans payer les créateurs. Et ça, c'est un scandale immense. Et les gens qui utilisent ça se disent, mais c'est là, pourquoi je ne peux pas le prendre? Moi, j'utilise toujours la métaphore, c'est comme si moi, je vais au supermarché, je prends les bananes sans payer parce qu'ils sont là. Mais ce n'est pas comme ça. Et ça a un effet énorme dans l'industrie de musique, par exemple. Les jeunes groupes de musique n'ont plus aucune chance à devenir un jour des grands groupes de musique. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on doit écouter Rolling Stones à l'âge de 80 ans. Hein? Les dinosaures vont rester et l'innovation n'a plus la force à se battre sur ce marché. Oui, bien évidemment, ils peuvent créer des followers, mais avoir des followers ne veut pas forcément dire que je gagne de l'argent avec mon art. Et on est confronté à cette situation, et là, je vous prie fort à vous battre dans la Commission européenne, devant la Commission européenne, pour qu'on protège les droits d'auteur, parce que protéger les droits d'auteur veut dire protéger les artistes qui peuvent rester des artistes et ne deviennent plus les working poor qui, le soir, mettent les petites chansons sur ligne. C'est là où on se retrouve. Non, exactement. J'espère bien. Seulement mais pour faire une... Trois personnes vont vous répondre. Ouais. Joaquin Almunia, M. Cani et Étienne Guyot. Non, très rapidement, parce que exactement le concept des droits d'auteur, pas seulement en France, en Allemagne, en Espagne aussi. Je connais bien. C'était dans la proposition des principaux groupes parlementaires du Parlement européen qui a été rejetée par une coalition négative entre Google, Facebook et d'autres grandes, et les partis pirates. Les partis pirates, parce qu'ils disent qu'il ne faut rien réguler dans l'Internet. Ouais, mais... ils n'ont pas de pouvoir. Oui, je connais, mais il y a des groupes de membres du Parlement européen qui suivent ce type de raisonnement et qui ont aidé Google, Facebook et les autres grandes à rejeter la proposition qui protégeait les droits d'auteur pour essayer que la musique et l'audiovisuel qui est à YouTube peut fournir des revenus aux artistes qui ont créé
ces contenus audiovisuels, musique ou n'importe quoi. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne veux pas demander à la Commission européenne ou à ces groupes parlementaires qui ont perdu hier ou avant-hier la votation d'assumer des idées qu'ils ont défendues. C'est ce que je veux, c'est de dire la difficulté de protéger les droits d'auteur comme d'autres aspects de la propriété intellectuelle dans ce nouveau environnement qui a besoin de nouvelles régulations qui soient effectives, qui ne soient pas théoriques. Étienne Guyot, Pascal Cany et Nicolas Paulmier. En quelques minutes, vous voulez répondre tous les trois sur 3 points. Non, c'est juste pour voilà. Bon, le débat un peu dérivé là sur les droits d'auteur, etc. Oui, mais on va revenir après sur le modèle anglo-saxon, moi je ne suis pas d'accord avec Thomas, je suis beaucoup plus optimiste. En vivant à Londres, je trouve qu'il y a une vitalité artistique, créative, il y a des colleges of art, il y a des music schools qui sont, je trouve, très très vivantes et très créatives. Il y a un niveau d'énergie qu'on sent au UK et à Londres. Quant à le fait que YouTube étouffe la création, par exemple, des nouveaux talents musicaux, j'en suis pas convaincu. Beaucoup de gens mettent aussi en ligne leurs propres chansons ou leur propre musique. C'est vrai qu'il y a un changement de business économique, mais on voit qu'il y a en revanche une floraison des festivals de musique et des spectacles vivants où se présentent partout en Europe. Il n'y a jamais eu autant de vitalité de la scène. Voilà. Donc c'était juste comme ça pour challenger un petit peu ce qui avait été dit. Alors je vais juste... Juste un point et on revient à la question... Pas dire que je ne suis pas d'accord, mais juste revenir au fait. En fait, on sort d'un ordre établi. Et l'ordre établi, c'est que vous aviez en fait un oligopole de Rolling Stone et Johnny Hallyday qui trustaient les biens. Et la création n'était pas particulièrement plus forte. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez raisonner de manière différente et en regardant à 20 ans, notre monde va passer de 2, 5 à 9 milliards de personnes. Vous avez aujourd'hui 3 milliards de téléphones qui sont répartis. Et donc le propos, si on veut vraiment avoir ce propos généreux, qui est de trouver l'équilibre entre récompenser l'acte créatif et les droits d'auteur. Et effectivement, il y a un débat de fond entre droits d'auteur et droits à copie, mais aussi amener cet acte créatif au plus grand nombre. Je dois dire que l'Internet est sans doute du pain béni. Et que, d'ailleurs, concrètement, le bon vieux cycle schumpeterien qui fait destruction-création fait qu'aujourd'hui, depuis 2 années, et j'ai été au conseil d'administration de Vivendi, qui est le propriétaire de 30% des droits de la musique avec Universal, fait qu'on a remonétisé cela. Alors ce qu'on voit, c'est lorsque vous avez des modèles différents que ceux de l'achat hier du CD, avant-hier du CD, hier des titres à 79 cents ou des CD à 9,99 et qu'on arrive sur la souscription, là vous avez un souci parce qu'effectivement, quand vous et moi on fait des listes de chansons qu'on a créées ou qui nous sont proposées, eh bien on fait émerger des créateurs d'une toute nature. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on a encore et toujours, Thomas, un vrai problème de droit parce que la création se fait sur les fondamentaux des Rolling Stones de Johnny Hallyday et des remixes qui sont faits. Ça, c'est le problème. C'est utiliser la technologie sur la digitalisation et là, on a un vrai problème. Mais sinon, il est écrit maintenant dans les tables de la loi que sur les 10 années à venir, l'industrie de la musique va à la fois se remonétiser, va en fait avoir une audience et toucher une audience beaucoup plus large et grâce à cela, permettre en fait un acte créatif. Du moins, c'est le pari qu'il faut qu'on prenne. Étienne, on fera, je vous promets, Thomas, un débat sur l'industrie créative. Je vous le promets, on va demander à Jean Hervé l'année prochaine, on fera et vous reviendrez. Non, Étienne Guyot, un dernier point sur les politiques publiques, et je voudrais qu'on rapidement, en quelques minutes, qu'on traite quand même un sujet énorme qui est celui des grandes entreprises et des start-up, où se fait la création et la relation, en fait, là, et un terme qui est beaucoup utilisé, les moonshots, voilà, ces grands projets, c'est aller sur Mars, hein, voilà. Et comment on fait ça? Étienne Guyot, tout de suite sur la fin des politiques publiques. Oui, très, très court, je reviens à un sujet plus prosaïque peut-être, mais sur est-ce qu'on peut se passer finalement des politiques publiques dans le dispositif de création, si on pose la question en sens inverse? Moi, je pense que la réponse est non. Pourquoi? Parce que vous regardez les politiques publiques,
il n'y a qu'un certain nombre d'acteurs publics comme l'État ou des grandes collectivités qui peuvent créer un écosystème où vous aurez des chercheurs, des laboratoires publics, privés, des transports, du logement, et un ensemble qui va donner le ferment de la créativité ou de la création, sans revenir sur les débats qui est créateur ou qui ne l'est pas. Ça, c'est bon. Ensuite, vous regardez les montants. Parfois, vous dites, il n'y a que l'État, ou les grandes collectivités, même l'État, ou l'Union européenne, capables de financer des projets tellement importants, parce que le privé ne pourra pas y aller, mais à cette occasion, on va pouvoir développer une création et une recherche incroyable. Et on va pouvoir avoir des trouveurs et pas seulement des chercheurs, comme le disait le général de Gaulle. Quand vous prenez par exemple le métro du Grand Paris, vous vous dites, bah, c'est 35 milliards d'euros, très bien, mais vous savez, un exemple très concret, il y a des recherches extrêmement poussées sur la manière dont on va récupérer l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie fatale, l'énergie du freinage, pour la réinjecter dans le dispositif. Et on va faire des progrès considérables sur ces deux sujets. Et ça, il n'y a que l'État qui peut financer ce genre de choses. Et puis troisièmement, je pense que tout ce qui est incitation politique fiscale, pour aider, pour inciter les acteurs privés à entrer dans le dispositif de création, alors on pense toujours au crédit impôt recherche, etc., mais toutes ces politiques fiscales qui déclenchent au sein des partenaires privés ces mécanismes sont absolument indispensables, sans doute davantage dans notre pays vers l'aval que vers l'amont. Là, on a pas mal de choses vers l'aval. Il faut aider les entreprises à avoir davantage de fonds propres pour investir. Dernière question, Pascal. La relation grande entreprise start-up, est-ce que l'innovation, la créativité est forcément dans les start-up qui sont ensuite rachetées par ces grands groupes? Je crois qu'il faut aussi avoir un petit point méthodologique. On parlait du moonshot. C'est un terme anglo-saxon encore. Pardon Thomas, mais c'est en gros l'innovation qui requiert tellement de temps long et tellement de masse d'argent qu'aucun acteur privé ne peut la réaliser. Et donc on se rend compte que quand on fait un Internet ou qu'on fait les grands projets de recherche sur la défense nationale, on n'a pas d'autres moyens que d'utiliser l'argent public, le vôtre, le mien. Une fois qu'on enlève cet univers-là, vous avez deux types d'innovation. Vous avez l'innovation qui est celle des produits et des services et l'innovation des business models. Et là, il y a 2-3 choses à dire. Je crois que je pourrais peut-être en laisser en parler à Thomas, mais aujourd'hui, une industrie assez mature comme celle de la santé reconnaît qu'elle doit, elle, exploiter des brevets existants, faire en sorte qu'elle puisse travailler pays par pays pour pouvoir les rendre disponibles au grand public, et donc elle a en gros abandonné l'idée de faire de la recherche-développement en son sein. Après, il y a tout un grand pan de l'industrie qui, au contraire, pense qu'elle peut toujours le faire, mais avec la révolution numérique et le challenge des barbares, que sont les gens qui viennent du numérique, et j'en ai été un et j'en suis encore un aujourd'hui, ces barbares, ces gens qui veulent faire les choses de manière différente, eh bien, ils se rendent compte qu'il vaut mieux laisser de l'initiative. Alors, vous avez deux modes opératoires. Soit vous êtes un CIO qui dit « je laisse une holding de petites et moyennes entreprises et je laisse d'ailleurs la sagesse, la création se faire, avec des zones de non-droit où les gens peuvent créer. » Et ça, c'est les organisations les plus créatives aujourd'hui. Ou vous avez des organisations qui sont extrêmement plus classiques, plus pyramidales, et qui disent « je ne pourrais pas faire parce que moi je dois délivrer tous les jours des produits et des services, et auquel cas je vais acheter des sociétés à l'extérieur ». Donc il n'y a pas un seul modèle, mais ce qui est clair, c'est que, et pour conclure sur mon propos, je reste un ambassadeur aux investissements étrangers, et ce que je raconte tous les jours à mes investisseurs étrangers, c'est quand même de reconnaître que lorsqu'il y a une volonté politique, un leadership clair, on peut changer les choses. Aujourd'hui, ce pays a 10 000 entreprises, qui sont 10 000 startups, une culture qui a changé, un crédit d'impôt recherche, Étienne, qui fait qu'aujourd'hui le monde entier nous l'envie. Les Italiens nous copient, les Allemands nous regardent. Il y a aujourd'hui le fait que dans nos grandes écoles et moins grandes écoles, les enfants ne veulent plus être demain fonctionnaires ou venir remplir la saga des 500X à Orange ou à Safran, mais au contraire créer leur propre entreprise et avoir un acte créatif pour pouvoir faire quoi? Adresser les 3 millions de chômages qui sont les nôtres. Donc je pense, et Joachim, vous avez été un politicien de grand talent, aujourd'hui le politique plus proche du privé peut changer la vie des gens, impacter la vie des citoyens, et si on fait ça, je crois que la créativité reste extrêmement importante. Peut-être une question avant de donner tout de suite la parole à Anne qui va avoir l'épineuse tâche de résumer cette table ronde. Je suis désolée, mais le temps presse. Une question, vous avez été le premier. Non, mais vous avez été le premier à lever le doigt, donc allez-y, osez poser votre question. Je m'appelle Roland Couture, je suis le fondateur et je dirige une start-up dans le domaine de la culture, une innovation de rupture dans le domaine de la culture. Je voulais juste faire un témoignage rapide et puis terminer par une question. Dans le parcours que j'ai fait, on va rentrer bientôt sur le marché.
dans le parcours que j'ai fait depuis la création, j'étais très étonné de ce que j'ai découvert. Premièrement, que le système public a été le premier à nous soutenir à travers BPI, le système public, le système associatif et certaines banques. Contrairement à ce qu'on pensait, où on dit toujours c'est le privé qui innove, etc., etc. Non, pas du tout. C'est grâce à BPI. C'est parce qu'on a été élu initiative nationale remarquable qu'on a été soutenu par le réseau France Initiative. Et une banque nous a également fait des facilités. Et puis ensuite, je suis passé dans le domaine privé pour chercher des investisseurs privés. Et là, ça a été un vrai chemin de croix. Parce que c'est pas du tout comme dans le système avant où on me disait votre idée est bonne, on va vous soutenir. Là, on a commencé à me chipoter sur des poils sur l'œuf. D'abord, on m'a dit vous êtes trop vieux pour inventer. Ça fait très longtemps que je crée des idées. Quand j'avais 20 ans, on me disait vous êtes trop jeune pour inventer. Ensuite, on m'a dit prouvez que ça marche. Et puis à partir de là, on investira. En gros, ça me rappelait un petit peu, effectivement, un banquier qui m'avait dit, quand je lui demandais un crédit, un autre banquier que celui qui nous a soutenus, qui m'avait dit « Montrez que vous n'avez pas besoin de moi, et alors peut-être je vous ferai un prêt en m'adossant à BPI. » Donc, en fait, je me suis rendu compte que, surtout lorsque je discute avec des startups d'autres pays, ou qui ont levé des fonds dans d'autres pays, en France, on est vraiment dans un pays où il y a une aversion pour le risque. Et à la fois, on a cette aversion pour le risque, et en même temps, on est dans un pays où on a une protection sociale la plus élaborée, sans doute, d'Europe, et où on épargne le plus. Vous faites le lien entre les deux. Voilà, absolument. Je pense que le principal problème en France, c'est la culture, qui fait que, finalement, quand vous êtes dans d'autres pays, on va investir sur une idée, alors qu'en France, les investisseurs privés vont le faire sur les modalités. Alors, votre question? Ma question est rapide. Comment faire changer cette culture d'aversion au risque pour que du privé puisse investir, et en peu de temps, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus tentant d'aller, une fois qu'on a été soutenu par le public en France, d'aller développer ailleurs où il y a des investisseurs. Donc, qui veut répondre à comment inverser la culture? Même si je ne suis pas économiste, j'essaie de répondre, parce que cette question est posée beaucoup de fois quand il y a des gens qui veulent faire la comparaison entre la France et l'Allemagne. Ils disent que oui, à Berlin, c'est une ville créative, il y a beaucoup de gens qui font des startups, et aussi dans le domaine de l'art, dans le théâtre, etc. Et moi, je réponds toujours, si vous voulez avoir la même chose à Paris, il faut construire un mur et attendre 40 ans et puis faire tomber le mur. Parce que l'énergie et la force de Berlin a beaucoup à voir avec le fait qu'après la chute du mur, pendant 20 ans, maintenant c'est fini, il y avait des espaces vides. Alors il y avait des possibilités pour les créatifs, il y avait des possibilités pour les gens qui étaient dans les startups, dans le digital, et qui ont eu une situation où ils ont eu besoin moins d'argent pour créer, parce qu'il y avait des lofts, il y avait des appartements, il y avait 120 maisons squattées après la chute du mur. Alors il y avait le terrain pour être créatif. Et ça, c'est super important de donner une certaine liberté aux gens, et liberté pas seulement dans le sens d'esprit, mais aussi la liberté de prendre l'espace, de arriver. Et il faut rajouter encore une dernière chose. Moi, j'ai l'impression qu'il faut avoir beaucoup plus de confiance dans la jeunesse. Parce que ça, j'ai vécu aussi en Allemagne, et ça, c'est un phénomène global, je dirais, que les gens au pouvoir, mais aussi les gens qui profitent le plus, ils se méfiaient pas seulement des nouvelles idées, mais ils se méfiaient aussi de la capacité de la jeune génération d'arriver à un point où eux sont arrivés dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose dans les ADN de tous les êtres humains. Et ça, il faut battre forte, parce que je crois que moi, si j'étais jeune une fois, je crois que
il faut avoir beaucoup plus de confiance dans la jeunesse, dans la jeune génération. Merci. Anne, votre conclusion? Oui, mais alors, contrairement à ce qui a été annoncé, je ne vais pas résumer la discussion, parce que j'aurais beaucoup de mal. Je vais peut-être essayer de dire, d'une part, qu'il me semble quand même que ce que montre cette discussion, c'est que la créativité, c'est un concept autour duquel les artistes, mais aussi les créateurs d'entreprises se retrouvent malgré tout. Donc, même si ce terme a été emprunté au vocabulaire artistique, je pense qu'aujourd'hui, la créativité, elle est partagée par un public plus large que celle des seuls créateurs artistiques. Et puis par ailleurs, pour peut-être se raccrocher au thème général de ces journées, les métamorphoses du monde, il y a quelque chose qui court de session en session, c'est que ces métamorphoses risquent de créer de la peur, et que la peur, elle est absolument antagoniste de la créativité, parce qu'elle empêche de prendre des risques, et puis que la peur, c'est quelque chose qui bloque la circulation des idées et des personnes, et que la créativité est très fortement liée à la circulation, au contraire. Alors la circulation des idées, une part d'entre elles se fait peut-être plus facilement grâce aux nouvelles technologies, à Internet, mais la circulation des personnes, elle est tout aussi fondamentale, et les métamorphoses du monde, en tout cas pour ce qui concerne la vieille Europe, ont plutôt tendance à vouloir arrêter la mobilité, et ça c'est un risque pour la créativité.